Israël est sur le point de prendre une décision à Gaza alors que le Hamas laisse entendre qu'il pourrait être prêt à agiter le drapeau blanc, changeant de tactique et exposant sa propre détresse à mesure que le plan complet pour vaincre le Hamas est révélé. De nombreuses raisons peuvent expliquer cette évolution. L'une d'entre elles est le changement de ton de Washington, Israël exigeant la libération immédiate de tous les otages, le désarmement du Hamas et la démilitarisation de la bande de Gaza. L'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, soutient ces demandes, mais le Hamas les rejette, déclarant que nous désarmerons une fois qu'il y aura un État palestinien dont la capitale sera Jérusalem au lieu d'Israël. Pendant ce temps, le Hamas craint qu'un sauvetage des otages soit en cours, ce qui a conduit au transfert de ces derniers dans des tunnels souterrains, aggravant considérablement leurs conditions de captivité. Nous le savons parce que samedi, le Hamas a diffusé une vidéo horrible et inimaginable montrant Eviatar David, captif, dans un état physique épouvantable, décrit par certains comme un squelette vivant enterré vivant. Le président des États-Unis, Donald Trump, aurait regardé la vidéo du Hamas et a immédiatement indiqué à Netanyahou que l'heure de la vengeance avait sonné. Le président Witkoff, de retour d'une mission d'enquête à Gaza, a déclaré à la foule réunie pour la manifestation hebdomadaire sur la place des otages à Tel Aviv « J'aimerais avoir des nouvelles ». Le Hamas ne tient pas sa parole. Dans le même ordre d'idées, les personnalités qataries à l'origine de la machine de propagande du Hamas ont été démasquées. Nous vous en dirons plus. Pendant ce temps, au nord d'Israël, le gouvernement libanais discutera du désarmement du Hezbollah qui menace de boycotter le pays, tandis que l'Iran se prépare à une nouvelle guerre avec Israël, malgré ses troubles intérieurs, sa ruine économique et son isolement international. Bienvenue à Boots on the Ground, je suis Yair Pinto et je vous apporte toute la vérité sur ce qui se passe en Israël. Les soldats de la brigade Givati de l'IDF ont remporté une victoire stratégique majeure dans la partie nord de la bande de Gaza en capturant un important réseau de tunnels qu'ils recherchaient depuis plus de 18 mois. Les services de renseignement estiment que cela pourrait porter un coup fatal à l'organisation terroriste Hamas et à ses opérations dans la région et mettre fin au combat dans un délai d'une semaine. Cependant, le Hamas a longtemps combattu sous forme de guérilla et utilise maintenant une nouvelle tactique qui vise les commandants et perturbe les forces de manœuvre, tandis que leurs dirigeants politiques reportent leurs décisions sur la poursuite de la guerre. La situation est rendue encore plus complexe par la décision du Hamas de diffuser des vidéos choquantes montrant des otages détenus dans des conditions dignes d'un trou à rats. Et dans le contexte de la dernière vidéo du Hamas, des négociations préliminaires ont été entamées entre Israël et les États-Unis afin de présenter au Hamas un ultimatum incluant la démilitarisation de la bande de Gaza, la libération de tous les otages, le démantèlement du Hamas et la mise en place d'une administration temporaire dirigée par les États-Unis à Gaza. Si le Hamas refuse, Israël lancera une nouvelle opération militaire pour le vaincre. La vidéo macabre montre Eviatar David captif dans des conditions horribles, décrit comme un squelette vivant qui a été enterré vivant. Cependant, ces vidéos d'Eviatar David et Rom Breslavski sont loin d'être au centre de la plupart des reportages médiatiques internationaux sur la guerre à Gaza. De nombreux grands sites d'information ont choisi de minimiser les horreurs subies par les otages, tandis que d'autres n'en ont pas fait mention du tout. Cependant, le président américain Donald Trump a regardé les vidéos du Hamas et aurait eu beaucoup de mal à les supporter. Les responsables américains affirment désormais qu'après l'accord, les États-Unis s'emploieront à détruire complètement le Hamas. Et pendant ce temps, le Hamas a réagi aux informations selon lesquelles l'émissaire américain Steve Witkoff a déclaré aux familles des otages que le groupe avait accepté de désarmer en déclarant que la résistance et ses armes sont un droit national légitime tant que l'occupation se poursuit. Pendant ce temps, en Iran, un haut responsable du régime, Ali Larijani, proche conseiller du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, est sur le point de prendre la tête du Conseil suprême de sécurité nationale. Larijani est un partisan de la ligne dure parmi les partisans de la ligne dure et sa nomination augmente la probabilité qu'Israël doive se préparer à une nouvelle vague d'hostilité.
L'Iran devrait plutôt chercher à résoudre ses propres problèmes internes et économiques et ne plus chercher des ennuis à l'extérieur, mais ce régime, malheureusement, ne voit pas les choses de cette façon. Plus proche de nous, les Israéliens se tournent désormais vers leurs voisins libanais, se demandant si le gouvernement internationalement reconnu va désarmer le Hezbollah comme l'exigent les États-Unis, la France, l'Arabie saoudite et d'autres pays. Le Hezbollah menace de boycotter ces discussions. Mais mardi prochain, le cabinet devrait discuter de l'affirmation du contrôle de l'État sur l'ensemble du Liban et de la possession exclusive d'armes par l'État. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et je vous souhaite la bienvenue sur Boots on the Ground, le rapport qui vous apporte toute la vérité sur ce qui se passe en Israël au 667e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes terroristes armés de la région qui reçoivent leurs ordres directement du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui est à la tête de l'axe du mal en ruine au Moyen-Orient. Avant de commencer, nous avons besoin que vous nous aidiez à diffuser la vérité. Israël a besoin que nous soyons solidaires et que nous partagions ce qui se passe ici. Alors, si vous aimez notre contenu, si vous voulez que nous créions plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur le bouton s'abonner pour rester à l'écoute en temps réel et ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Commençons par les derniers rapports en provenance de la bande de Gaza. Les combattants de l'armée israélienne ont réussi à mettre la main sur le tunnel stratégique du Hamas dans le nord de la bande de Gaza ce week-end, après 18 mois de recherche. Il y a quelques semaines, des soldats de la brigade de Givati et du génie de combat ont réussi à localiser un tunnel dans lequel se trouvaient des ordinateurs et des documents. Les spécialistes du renseignement ont examiné ces documents et se sont rendus compte qu'ils avaient retrouvé la clé de ce que les services de sécurité recherchèrent depuis très longtemps. Il s'agissait d'une carte du tunnel qui commence près de la ville de Gaza, se poursuit jusqu'à Jabalia, et de là vers Beit Hanoun et Beit Lahiya. Jeudi soir, après avoir ratissé le tunnel et trouvé d'importants stocks d'armes, de munitions et d'équipements, et un grand nombre d'informations supplémentaires, le tunnel a été démoli sur toute sa longueur de 1,5 km. Bien que de nombreux tunnels aient été démolis au cours des 22 derniers mois de combat dans la bande de Gaza, celui-ci était unique et ceci pour plusieurs raisons. Ce tunnel traversait les parties nord de la bande de Gaza parallèlement à la route Tanchar, également connue sous le nom de route 4, qui traverse la bande de Gaza du point de passage d'Erez au point de passage de Rafah. À plusieurs endroits dans le nord, le tunnel se ramifie, permettant également le passage d'est en ouest. Le tunnel a été construit de telle sorte que sous chaque maison d'un officier du bataillon Hamas de Sinoir, dans les parties nord de la bande de Gaza, il y a un puits qui relie la maison ou ses environs immédiats au tunnel, permettant aux terroristes de se déplacer librement d'un endroit à l'autre à l'intérieur de Beit Hanoun et dans tout le secteur nord. C'est pourquoi les forces militaires du Hamas en général et celles de Beit Hanoun en particulier ont réussi à survivre malgré les 5 raids menés par l'armée israélienne dans cette région qui a manœuvré et capturé certaines parties de cette ville. Aujourd'hui, ils ont perdu leur accès à tous ces itinéraires souterrains, ce qui va sérieusement entraver leur capacité à poursuivre leurs opérations. Ce n'est pas le seul grand succès de la brigade Givati dans cette guerre. Elle participe activement à l'opération Gideon's Chariot depuis 73 jours et, pendant cette période, elles ont détruit 657 bâtiments en surface et au moins 50 grands puits de tunnels et de nombreuses ramifications plus petites sous terre, tout en éliminant plus de 200 terroristes lors de combats au corps à corps. Givati a également payé un lourd tribut pour tous ses succès, avec notamment 4 morts et 59 blessés, dont plusieurs grièvement. Tsahal est satisfait de cette dernière démolition de tunnels, qui est considérée comme une réussite tactique ayant une importance stratégique. Un officier du Givati a résumé ce succès en disant que nous nous sommes emparés du tunnel principal. Nous les avons coupés de manière à ce qu'ils ne puissent plus apporter de fournitures et de logistique pour les munitions, les explosifs et même les combattants. Nous les avons forcés à opérer au-dessus du sol, ce qui nous a permis de les attaquer depuis les airs
et de leur tendre des embuscades. Dans le même ordre d'idées, le porte-parole de Tsahal a diffusé samedi des images inhabituelles de terroristes du Hamas se rendant à des combattants de Givati qui opèrent depuis près d'un mois à Beit Hanoun, dans la partie nord de la bande de Gaza. Les terroristes ont parlé d'un entrepôt d'armes près du puits et ont conduit les forces à cet endroit. Une grande quantité d'armes a été saisie, notamment des gilets, des chargeurs, des grenades à fragmentation et des armes à feu. Le tunnel contenait également du matériel pour une occupation prolongée, notamment de la nourriture, de l'eau et des produits d'hygiène. Tsahal a publié un communiqué indiquant que les terroristes ont été transférés pour être interrogés par les services de sécurité. Les armes ont été confisquées et le tunnel est maintenant examiné par les forces d'ingénierie qui opèrent dans la région. Les forces de manœuvre relevant du commandement Sud continuent de localiser et de détruire les infrastructures terroristes et les terroristes et de recueillir des renseignements vitaux pour les activités des forces. Si l'on prend un peu de recul et que l'on regarde la situation dans son ensemble, l'opération Chariot de Gédéon est en fait terminée. Sur les 5 brigades militaires du Hamas, Tsahal en ont vaincu 3 désignées comme cibles par l'échelon politique, la brigade Rafah, la brigade Ran Younes et la brigade Nord. L'armée doit maintenant faire face aux 2 brigades qui restent dans la ville de Gaza et dans les camps centraux où l'on craint que des otages israéliens, vivants ou morts, soient détenus. Selon les estimations, environ 1 million de civils se trouvent dans la ville de Gaza et plus d'un demi-million dans les camps. En parlant d'otages, une fois de plus, les succès remportés par l'armée israélienne sur le champ de bataille ont un prix et cette fois-ci, cela inclut la décision prise par le Hamas de transférer les otages dans des tunnels souterrains par crainte qu'ils ne soient secourus par l'armée israélienne, ce qui a considérablement aggravé leurs conditions de captivité ces derniers mois. Alors, les amis, ici à TBN francophone, nous continuerons à soutenir la vérité sur ces questions et comme toujours, nous vous invitons à faire partie de l'équipe en partageant nos vidéos sur YouTube, en nous suivant sur les médias sociaux, en laissant un commentaire, en aimant et en vous abonnant pour ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Revenons à l'actualité des derniers développements concernant les otages israéliens encore détenus dans la bande de Gaza. Au cours du week-end dernier, l'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, s'est rendu en Israël et s'est rendu sur place pour constater la situation dans la bande de Gaza, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee. Le Hamas a réagi à cette visite en publiant des vidéos horribles montrant Eviatar David, 24 ans, enlevé par des terroristes lors d'une fête organisée dans le cadre du festival de musique Nova et détenu depuis lors à Gaza. Sa famille a été particulièrement choquée par les vidéos le décrivant comme un squelette ambulant et le Hamas s'est empressé de déclarer que s'il était dans cet état, c'était parce qu'il mangeait ce que nous mangions et buvait ce que nous buvions. Cependant, des preuves montrent, même dans la vidéo, que ce n'est tout simplement pas le cas. Un terroriste dont on ne voit pas le visage dans la vidéo tend à Eviatar une boîte de conserve et son bras et sa main, qui apparaissent clairement dans la vidéo, sont pleins et charnus, ce qui contraste fortement avec le corps gravement sous-alimenté d'Eviatar. Les analystes n'ont pas manqué de souligner cette horrible contradiction dans le récit du Hamas. Mais nous devrons voir si cela aura un impact sur les populations et sur l'opinion publique à travers le monde. Quoi qu'il en soit, la vidéo se poursuit avec Eviatar qui brandit une boîte de conserve qu'il vient de recevoir et explique à la caméra qu'elle est censée lui durer 2 jours. Il décrit également le menu inhabituel qu'il propose, notamment des lentilles et des haricots. Mais il ajoute qu'il y a de nombreux jours où il ne mange rien du tout. Par ailleurs, Tal Shoham et Omer Wanker, anciens otages détenus avec Eviatar et son ami Guy Gilboa Adalal dans ce tunnel, ont affirmé avec force que les terroristes qui les détenaient avaient de la nourriture en abondance. Shoham a déclaré « C'est le même tunnel où j'étais détenu avec Guy et Eviatar. À quelques mètres de là, il y a une porte en fer et derrière elle se trouvent des terroristes du Hamas. Plusieurs hommes armés qui mangent en abondance. De la viande, des légumes, du poisson, des fruits. Ils ont tout ce dont ils ont besoin.
Et ils ont tout volé dans l'aide humanitaire destinée au peuple palestinien de Gaza. Shoham a ajouté « Il s'agit d'une famine délibérée de la part des commandants du Hamas uniquement à des fins de propagande et d'une manière vraiment sadique. Eviatar a perdu plus de 40 voire 50 kg de son poids corporel. Son pronostic vital est extrêmement engagé. Je ne pense pas qu'il lui reste ne serait-ce que quelques jours à vivre s'il ne lui donne pas immédiatement du matériel et de la nourriture. » Lorsque j'ai été libéré, Eviatar souffrait déjà d'un scorbut extrême, une grave carence en vitamine C, une maladie inconnue en Occident depuis 200 ans. C'est ce qu'affirme l'ancien otage israélien. Par ailleurs, le Hamas a vivement réagi samedi aux déclarations de l'émissaire du président Trump pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, qui a exprimé l'espoir d'un accord global pour le retour de tous les otages encore en vie. Dans un communiqué, le Hamas a rejeté les remarques attribuées à Witkoff selon lesquelles le Hamas pourrait être ouvert au désarmement et a précisé « Détenir des armes est un droit national et légal tant que l'occupation persiste. Nous ne renoncerons pas au principe de la résistance et à la détention d'armes tant que les Palestiniens n'auront pas recouvré tous leurs droits nationaux. Avant tout l'État palestinien, dont la capitale est Jérusalem. » Ce message constitue un mépris ouvert pour les déclarations de l'émissaire, qui présentait sa mission comme un pas significatif vers l'arrêt des combats et le retour des otages. Mais le Hamas ne s'est pas contenté d'une réfutation politique. Il a également critiqué la visite de Witkoff aux fonds humanitaires qui opèrent à Gaza. Le groupe a déclaré que la visite de Witkoff n'était rien d'autre qu'une mise en scène soigneusement orchestrée pour tromper lentement l'opinion publique mondiale, à embellir l'image d'Israël et à fournir une couverture diplomatique à la politique de famine et d'extermination menée à Gaza. C'est ce qu'affirme le Hamas. Les amis, c'est une organisation terroriste qui ne répand que le mal, tuant de part et d'autre Israéliens et Palestiniens. Il s'agit d'un groupe terroriste islamique extrémiste déterminé à détruire l'État d'Israël à tout prix. Le Hamas n'a pratiquement aucun soutien dans le monde arabe, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il est devenu très populaire dans les pays occidentaux. C'est difficile à croire et impossible à ignorer. Les vidéos horribles des otages Eviatar, David et Rom Brelislavski ont choqué les Israéliens ce week-end et ont une fois de plus illustré la cruauté inimaginable de leurs ravisseurs dans la bande de Gaza. Mais de nombreux Israéliens ont également été choqués et horrifiés de découvrir que les médias internationaux n'ont accordé qu'une très faible couverture à ces vidéos, et dans certains cas, les ont complètement ignorées. Les principaux organes d'information du monde entier préfèrent se concentrer sur les souffrances de la population civile de Gaza. Preuve supplémentaire de l'importance d'Israël dans l'opinion publique internationale. Par exemple, le titre principal du site web de la BBC, connu depuis longtemps pour son ton critique envers Israël, traitait du refus du Hamas de déposer les armes tant qu'un État palestinien n'aura pas été créé. Pendant plusieurs heures après la diffusion de la vidéo des otages, la BBC n'a absolument rien dit à ce sujet. Le titre principal du journal britannique Guardian, qui est un autre organe critique à l'égard d'Israël, portait sur des allégations de crimes de guerre à Gaza, des allégations qui, selon le rapport, se terminent généralement sans inculpation. Les vidéos d'horreur sur les otages n'apparaissaient pas sur la page d'accueil, contrairement aux récits faisant état d'une famine présumée parmi la population de Gaza et aux allégations de victimes causées par les tirs de l'armée israélienne. Le rapport sur ces 18 morts a également été mis en évidence sur le site de Sky News en précisant que certaines victimes étaient des Palestiniens qui tentaient de se procurer de la nourriture. C'était le titre principal, tandis que sur le côté droit de la page apparaissait une photo de Ligand Eviatar David dans la première vidéo horrifiante du Hamas ce week-end. Le titre principal de CNN portait sur l'idée de la création d'un État palestinien. Sous le titre principal, on trouve d'autres articles sur la guerre de Gaza. Le dernier article de la liste était intitulé « Les familles des otages israéliens organisent un rassemblement d'urgence après la publication de vidéos montrant les otages par des hommes armés de Gaza ».
CNN a eu le mérite de noter que dans les vidéos postées par le Hamas et le Djihad islamique, définis comme des organisations extrémistes, Eviatar David et Rom Braslavski semblaient dans un état très fragile. Toutefois, à côté des médias qui ont minimisé les horreurs, d'autres ont mis en lumière l'histoire d'Eviatar David. Le portail d'information allemand Bild News a largement relayé l'information selon laquelle le Hamas aurait forcé Eviatar David, âgé de 24 ans, à creuser sa propre tombe, qualifiant ces actes de barbares et ajoutant que les terroristes exploitent un otage israélien à des fins de propagande dans la bande de Gaza. Le portail britannique Sun News a publié le clip horrifiant de David creusant sa tombe, la deuxième vidéo du Hamas qui a été publiée sous le titre « Sick Bullies », brute malade. Le Hamas s'engage à ne pas déposer les armes tant que ses revendications ne seront pas satisfaites, tandis que des voyous diffusent une vidéo montrant des soldats capturés contraints de creuser leur propre tombe. Un autre tabloïd, le Daily Mail, a publié la première vidéo du Hamas avec la légende suivante. Le Hamas publie une vidéo terrifiante d'un otage israélien qui ressemble à une victime de camp de concentration après 666 jours en captivité. Nous pouvons aujourd'hui nous réjouir du fait que certains médias ont donné une image fidèle, ou du moins relativement équilibrée, de la situation dans la bande de Gaza. Mais il ne faut pas oublier que de nos jours, les algorithmes d'Internet montrent aux gens ce qui est le plus susceptible de les intéresser. Il est donc très probable que de nombreuses personnes verront ou entendront parler de ces articles ou commentaires critiquant le Hamas ou exprimant leur sympathie pour Israël. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide pour obtenir un compte rendu fidèle de ce qui se passe en Israël. Alors s'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour nous aider à toucher le plus de monde possible et ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Maintenant, nous poursuivons les informations sur toutes les menaces existentielles auxquelles Israël et le peuple juif sont confrontés et nous nous concentrons sur l'arène du Nord. Au Liban, la tension est à son comble avant la réunion du cabinet de mardi qui doit discuter de la remise des armes du Hezbollah à l'État libanais. Pour l'instant, les parties ne semblent pas s'accorder sur la meilleure façon d'aller de l'avant et après 2 discours énergiques et contradictoires du chef du Hezbollah, Naïm Qassem, et du président libanais Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam a convoqué hier une session du gouvernement pour discuter du contrôle de l'État sur l'ensemble du Liban et de la propriété exclusive des armes par l'État, ce qui est largement interprété comme signifiant le désarmement du Hezbollah. Bien que le président Aoun ait rencontré les dirigeants du bloc parlementaire du Hezbollah pour discuter de cette question, ceux-ci, ainsi que l'autre groupe chiite du Liban, Amal, menacent de boycotter la session de mardi. La grande question qui se pose désormais est de savoir si cette réunion du Conseil des ministres fixera pour la première fois un calendrier pour la remise des armes du Hezbollah malgré l'opposition de ce dernier. Cela pourrait conduire à une confrontation interne au Liban, similaire aux événements de mai 2008 lorsque l'État s'est opposé à l'influence du Hezbollah. À cette occasion, le Hezbollah avait riposté avec force, mais beaucoup de choses ont changé depuis. Alors peut-être que cette fois-ci, le résultat sera différent. Dans le même ordre d'idées, il a été rapporté au cours du week-end que Morgan Ortagus, l'ancien envoyé du président Trump au Liban, qui avait été démis de ses fonctions, reprendra son poste. Le statut de Tom Barak, l'envoyé spécial de Trump en Syrie, qui a repris le dossier libanais après elle, n'est pas clair et Ortagus est considéré comme plus dur envers le Hezbollah que Barak. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte des développements dans l'arène nord d'Israël et nous vous demandons de nous aider à partager ce contenu en appuyant sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer un autre épisode. La grande question que tout le monde se pose cette semaine est la suivante. Sommes-nous face à un second round contre le corps des gardiens de la révolution d'Iran? Le système politique et social iranien est confronté à des défis majeurs, notamment le renforcement des sanctions économiques et l'érosion financière, ainsi que les préoccupations environnementales et la frustration croissante de la population. Des rapports font état d'une forte baisse des exportations non pétrolières et de leur valeur.
Controverse autour du projet de loi sur le cyberespace, une augmentation des exécutions et une rhétorique gouvernementale plus dure à l'égard d'Israël et des États-Unis. Le groupe de réflexion Jerusalem Center for Public Affairs a récemment publié un rapport qui présente une image précise des médias iraniens, de la presse réformiste aux médias traditionnels. Le rapport comprend des statistiques qui indiquent une forte baisse de l'activité économique productive. Selon les douanes, le commerce non pétrolier s'est élevé à 34 175 milliards d'euros au cours des 4 premiers mois de l'année persane. Le volume des expéditions a augmenté, mais leur valeur globale a baissé d'environ 10%, ce qui témoigne d'une production soutenue, mais d'une baisse des bénéfices due à la chute des prix mondiaux et à l'affaiblissement du rial, la monnaie iranienne. Pendant ce temps, le ministère des Affaires étrangères a condamné les nouvelles sanctions énergétiques américaines, les qualifiant d'attaques directes contre la dignité nationale, mais cela semble avoir eu peu d'effet dans la réalité, car les virements bancaires sont bloqués et le rial iranien, la monnaie nationale, a dépassé les 87 000 rials pour un dollar américain. Alors que l'économie iranienne continue de décliner, la crise de l'eau dans le pays continue de s'aggraver. Une étude menée par le gouvernement a révélé une baisse spectaculaire du niveau d'eau retenu dans les barrages, tandis que de nombreux puits, lacs et rivières se sont tout simplement asséchés et ont disparu. Pendant ce temps, le ministre de l'Énergie Ali Akrabès a appelé à une répartition différenciée de l'eau, ce qui a suscité des critiques quant à son caractère irréalisable, tandis que l'expression « de l'eau pas des missiles » est en vogue sur les réseaux sociaux iraniens, signe d'une colère croissante contre le régime. Mais malgré les tentatives de censure interne, le régime semble avoir perdu le contrôle et les groupes d'opposition sont de plus en plus enclins à s'exprimer ouvertement. En réponse, les envoyés du guide suprême Ramenei ont insisté dans leur sermon du vendredi sur la résistance active, l'opposition à la démocratie occidentale et la condamnation mondiale d'Israël. Mais même des experts conservateurs ont mis en garde contre l'absence d'explications efficaces et de transparence. L'unité pourrait se briser et la colère du public à l'égard du régime pourrait exploser. Mais il est important de rappeler que le régime iranien a reçu cet avertissement à de nombreuses reprises au cours des dernières années et qu'il n'a jamais changé. Il est donc peu probable qu'il le fasse aujourd'hui. En réalité, face à tout cela, le régime iranien continue de redoubler d'efforts en matière de terreur et de violence à l'encontre de son propre peuple. Les organisations de défense des droits humains font état d'une augmentation massive des exécutions, avec une moyenne de plus de 5 exécutions par jour dans le vaste réseau pénitentiaire iranien. Les arrestations et autres formes de répression sont également en hausse, sans qu'une fin ne soit en vue. En matière de politique étrangère, le régime continue de suivre la même voie que celle qu'il suit depuis longtemps, ce qui a pour effet d'accroître son isolement diplomatique. Les sanctions occidentales se renforcent et même la Chine et la Russie commencent à se désintéresser de la défense de l'Iran dans les forums internationaux. En fait, la Russie est en concurrence active avec l'Iran dans le domaine des ventes d'énergie. La Turquie lui fait concurrence pour exercer son influence en Afrique et l'Arabie saoudite se montre de plus en plus critique. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement et nous vous invitons à continuer à répandre la vérité, à partager et à nous suivre. Et surtout, rappelez-vous qu'il s'agit d'une guerre spirituelle et comment la mener? En priant. Alors prions pour le peuple d'Israël, pour les soldats de Tsahal, pour que les otages rentrent chez eux, pour leur santé. Prions pour qu'ils rentrent chez eux en bonne santé, en vie. Et prions ensemble pour la paix à Jérusalem.